Bonsoir, et bienvenue sur Crime pour les somnambules. Ce soir, nous descendons dans un labyrinthe silencieux. Une histoire où le monstre ne se cache pas dans l'ombre, mais derrière une porte entr'ouverte, dans un appartement banal, quelque part à Milwaukee, en 1991. Jeffrey Dahmer. Un nom devenu synonyme d'effroi, et pourtant, un homme presque invisible. Poli. Réservé. Le voisin qu'on salue sans se douter que, derrière les murs, la normalité s'effrite, que le mal s'organise avec méthode et patience. C'est une histoire de solitude et de désordre intérieur, d'un être qui dissèque le monde pour tenter d'y trouver une place, ou pour y effacer la sienne. Une descente lente, presque silencieuse, dans ce que la société a de plus fragile, sa confiance. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux. Laisse les bruits de la ville s'effacer. Et écoute. Parce que parfois, les pires cauchemars se murmurent à voix basse. Bienvenue pour un voyage au cœur des ténèbres. Le 21 mai 1960, dans une maternité de Milwaukee, un garçon ouvre les yeux sur un monde qu'il apprendra à disséquer avant de l'aimer. Son nom, Jeffrey Lionel Dahmer. À l'extérieur, la ville vit sa prospérité d'après-guerre, pavillons impeccables, pelouses taillées, famille modèle. À l'intérieur de la maison Dahmer, le vernis se fissure lentement. Sa mère, Joyce, souffre de troubles nerveux sévères. Hypocondriaque, sujette à des crises d'angoisse et à une dépendance croissante aux médicaments, elle vit dans une peur constante de perdre le contrôle. Son père, Lionel, chimiste de profession, travaille beaucoup, s'absente souvent. Le couple s'aime mal, s'affronte en silence ou en cris étouffés. Jeffrey, leur premier fils, grandit entre ses éclats et ses absences, témoin immobile d'un chaos domestique qu'il ne comprend pas encore. Il apprend tôt une forme d'invisibilité. Pour ne pas déranger. Pour ne pas être au centre du conflit. L'enfant ne pleure pas, il observe. Il regarde son père ranger ses éprouvettes, manipuler des acides, expliquer des réactions chimiques. Ses gestes méthodiques, presque religieux, l'impressionnent. Il y trouve peut-être la première forme de calme qu'il connaîtra. La science, chez son père, est un langage de maîtrise et Jeffrey, déjà, veut comprendre comment on tient les choses du bout des doigts sans qu'elles bougent. Mais dans la maison, tout bouge. Les cris, les silences, les portes qui claquent. L'enfant s'éloigne. Les voisins se souviendront d'un garçon calme, timide, poli. Un enfant pâle, souvent seul, qui marche le long des routes avec un sac plastique ou un seau. À l'intérieur, il y a parfois un animal mort, un écureuil, un chat, un oiseau. Il ne tue pas encore, il ramasse. Il observe la chair, les os, les articulations. Il ouvre pour voir. Son père, un jour, le surprend en train de disséquer un petit animal trouvé sur la route. Au lieu de s'effrayer, Lionel explique la curiosité scientifique, la biologie, les structures. C'est un moment d'intimité étrange, un père qui encourage sans le savoir la logique glaciale qui se construira plus tard, l'idée qu'on peut comprendre le vivant en le coupant. À l'école, Jeffrey est invisible. Il n'est ni brillant, ni catastrophique. Il ne s'attache pas. Ses camarades racontent un garçon distant, parfois drôle, souvent absent à lui-même. Il a cette manière de sourire sans y croire, comme s'il testait les expressions humaines pour s'assurer qu'elles fonctionnent. La solitude devient son territoire, l'observation son refuge. Il regarde les autres enfants rire, courir, se frapper, s'embrasser comme on regarde un film dont on comprend la langue sans en saisir le sens. Quand ses parents se disputent, il s'échappe dans les bois. La nature devient son laboratoire. Il s'y sent libre, sans bruit, sans attente. Là, entre les troncs, il découvre le silence parfait, celui où plus rien ne parle, où tout est matière. La famille déménage souvent, fuyant les tensions qu'ils transportent pourtant avec eux. Les paysages changent, mais les murs se ressemblent, une mère qui se replie, un père qui fuit, un fils qui se tait. Quand son petit frère naît, Jeffrey a 8 ans. Il l'observe avec un mélange de curiosité et de distance. La présence du nouveau-né n'allège rien. La mère sombre davantage, le père s'épuise, et l'aîné devient spectateur de sa propre maison. Le divorce finit par éclater. Les cris deviennent des papiers officiels, des départs, des valises.
Jeffrey a 18 ans. Il ne sait plus à qui il appartient. Ses parents se disputent jusqu'à la garde des souvenirs. Lui, il garde autre chose, un vide. Un vide qui ne fait pas mal. Un vide qui ne demande rien. Un vide qu'il apprendra à combler autrement. Mais avant cela, il y a la façade. Celle du jeune homme tranquille. De l'adolescent qui aide, qui ne fait pas d'histoire. Le voisin poli, un peu effacé. Sous cette surface, une fissure s'élargit. Il regarde encore, mais cette fois, il regarde trop longtemps. Les corps, les mouvements, la chaleur des autres. Il les regarde avec une intensité qui ne dit rien. Il découvre, confus, que le contact humain l'attire autant qu'il le terrifie. L'idée de la proximité devient une obsession, un besoin mêlé de peur. Il essaie de se normaliser, d'imiter. Il fréquente des groupes, va au lycée, rit parfois. Mais dans son regard, il y a cette fixité qui met mal à l'aise, comme une caméra qui ne cligne jamais. C'est à cette époque qu'il commence à boire. L'alcool calme le bruit dans sa tête, lui donne l'illusion de se fondre parmi les autres. Mais l'ivresse le replonge dans sa propre bulle, encore plus isolante. Ses enseignants notent son intelligence, sa politesse, sa solitude. Personne ne note le reste, les heures qu'il passe à manipuler des animaux morts, le regard vide qu'il pose sur les visages, cette impression qu'il n'est jamais complètement présent. Il n'est pas encore un monstre. Il n'est pas encore un tueur. Il est un jeune homme qui regarde le monde comme un aquarium, les gens bougent, mais il ne les entend plus. Quand il marche seul, sur les routes de son adolescence, il pense à la mort sans tristesse. La mort n'a rien de tragique. Elle est silencieuse, stable, prévisible. Elle ne crie pas, ne ment pas, ne part pas. Elle reste. Dans ce mot, il y a tout ce qu'il ne trouve pas ailleurs. Et c'est peut-être là, dans ce désir calme d'immobilité, que naît la promesse de ce qu'il deviendra. L'enfant curieux est devenu observateur. L'observateur deviendra un collecteur. Et le collecteur, un jour, n'observera plus seulement. Mais pour l'instant, dans le Wisconsin paisible des années 1970, personne ne voit rien. On voit un garçon blond, poli, un peu étrange. Un fils qui aide son père, qui sort les poubelles, qui sourit parfois. Et dans ce sourire, si l'on s'attardait un instant, on distinguerait peut-être une chose que personne n'a su voir. Un regard qui n'exprime rien, et qui pourtant, déjà, apprend à posséder. Dans les années 1970, l'Amérique rêve encore de banlieues parfaites et de pelouses tondues à la même hauteur. Les jeunes regardent Happy Days, les mères font leurs courses au supermarché, et le monde semble tourner avec la régularité d'une horloge bien huilée. Jeffrey Dahmer, lui, n'entend plus le tic-tac. Au lycée de Bath, dans l'Ohio, il se tient souvent au fond de la classe, les épaules un peu voûtées, un air absent. Il n'a pas d'amis proches, pas de passion visible, pas de grands projets. Pourtant, il attire les regards. Il est drôle, parfois. Il imite les enseignants, se fait passer pour un idiot volontaire, un clown étrange que ses camarades appellent le Dahmer Show. On rit de lui, avec lui, on ne sait pas trop. Il donne le change, joue au farfelu pour masquer ce qu'il ne comprend pas. Comment vivre avec les autres sans être traversé par cette sensation d'irréalité. Derrière cette façade d'excentricité se cache une habitude qui inquiète déjà, il boit. Beaucoup. À 15 ans, il cache des bouteilles de gin dans son casier, des canettes de bière dans son sac. Il boit le matin, en classe, parfois même pendant les cours. L'alcool n'est pas une fête, c'est un interrupteur. Il éteint le vacarme dans sa tête, la tension dans son corps, cette envie de tout figer. Il découvre que le monde devient plus supportable lorsqu'il flotte légèrement au-dessus. À la maison, la situation familiale s'effondre. Le divorce des parents est consommé. Sa mère quitte le foyer en emmenant son frère cadet. Jeffrey reste seul avec son père, puis seul tout court. La maison devient un mausolée. Il n'y a plus que le silence, la poussière et quelques restes de meubles. Le frigo bourdonne comme une respiration étrangère. C'est dans cette solitude que les fissures se transforment en gouffres. Il passe des heures à errer dans les bois, à observer les carcasses d'animaux morts. Il connaît leurs textures, leurs odeurs, leurs articulations. Il ne les tue pas, il les ouvre, les démonte, les nettoie.
Certains témoins parleront plus tard d'un intérêt scientifique, d'une curiosité héritée du père chimiste. Mais dans ce geste de dissection, il y a déjà quelque chose d'autre, une recherche de permanence. La chair morte ne trahit pas. Elle ne part pas. Elle ne déçoit pas. Elle se laisse observer sans exigence. Ce rapport ambigu à la mort, Jeffrey ne le partage avec personne. Il n'en parle pas. Il le garde comme un secret inavouable, un passe-temps sans nom. Les enseignants, eux, voient un adolescent réservé, parfois étrange, mais poli. Rien qui mérite une alerte. Le mal ne se manifeste pas encore. Il prend racine. En 1978, Jeffrey a 18 ans. Il vient d'obtenir son diplôme du lycée. Son père, inquiet mais optimiste, s'absente pour quelques jours, persuadé que son fils ira bientôt à l'université. La maison est vide. Jeffrey aussi. Un soir, il prend sa voiture. Il roule sans but précis. La route longe la forêt, puis la route devient l'habitude, ce mouvement sans direction, cette fuite sans destination. Et puis, au détour d'un virage, il le voit. Un jeune homme qui fait du stop, chemise ouverte, pouce levé. Son nom, Steven X, 19 ans. Il rentre d'un concert, cherche juste un trajet pour rentrer chez lui. Jeffrey s'arrête. Le garçon monte. Il parle musique, bière, projet. Deux inconnus dans la lumière d'été. Mais dans la tête de Jeffrey, un autre dialogue s'installe, silencieux, précis, dévastateur. Le trajet se prolonge, l'invité reste. Ils boivent. Rient un peu. Le moment est suspendu, fragile. Puis, quand Steven se lève pour partir, quelque chose craque à l'intérieur. Ce n'est pas la colère. Ni la peur. C'est la panique de l'abandon. Le vide revient, brutalement. Et Dahmer refuse qu'il s'en aille. Il prend une haltère. Le geste est court, mécanique. Le corps tombe. Le silence revient. Ce premier meurtre, il ne le planifie pas. Il le subit comme une révélation. Il nettoie, déplace, enterre, puis déterre. Expérimente. Comme un élève consciencieux qui apprend sur le tas. Ce n'est pas la jouissance du meurtre, c'est la fascination du contrôle. Pour la première fois, quelqu'un reste. Dans les jours qui suivent, il agit comme si rien n'avait eu lieu. Il coupe l'herbe, achète du lait, sourit aux voisins. Mais son regard a changé, il ne regarde plus les gens, il les évalue. La fissure, désormais, ne se refermera plus. Il tente d'aller à l'université, échoue, s'enfonce dans l'alcool. Son père, dépassé, l'envoie dans l'armée, espérant que la discipline répare ce que la famille a brisé. Mais la structure militaire ne fait qu'ajouter un vernis de contrôle à un chaos intérieur. Dahmer apprend l'ordre, l'organisation, les routines. Tout ce qui lui manquait pour que ces démons deviennent des protocoles. Quand il quitte l'armée, quelques années plus tard, il n'est plus seulement un jeune homme perdu. Il est un être fragmenté, moitié civil, moitié machine. Un homme qui a découvert que la solitude peut être comblée, mais seulement à condition que l'autre cesse d'exister. Et dans cette découverte, il y a la promesse silencieuse d'une répétition. Le monde ne le sait pas encore. Lui non plus, peut-être. Mais la fissure s'est ouverte et rien, désormais, ne pourra la refermer. Après le meurtre de Steven X, Jeffrey Dahmer entre dans une période de flottement. Il n'est pas traqué, pas soupçonné. Le monde n'a pas bronché. Il découvre que la disparition d'un homme jeune peut passer inaperçue, qu'il est possible de commettre l'irréparable, et de continuer à vivre. Ce constat, d'abord abstrait, devient une habitude. Le crime ne le hante pas. Il l'apaise. Mais autour de lui, la vie continue à exiger des apparences. Alors il s'y plie. Son père, Lionel, inquiet mais soucieux de sauver ce fils sans direction, tente une nouvelle voie, l'armée. Jeffrey s'engage en 1979, dans les forces armées américaines. Il porte l'uniforme avec cette précision mécanique qu'on prête aux bons soldats. Il obéit, se tait, apprend. On lui confie des tâches simples, des exercices de routine. Mais la rigueur militaire se heurte vite à son chaos intérieur. Il boit en secret. Beaucoup. Les camarades se souviendront d'un homme silencieux, parfois drôle, souvent ivre, toujours étrange.
Il y a dans sa manière de fixer les gens quelque chose d'inquiétant, comme s'il essayait de se rappeler comment fonctionne une conversation humaine. On le mutera, on le déplacera, on tentera de corriger. Rien n'y fera. En 1981, il est renvoyé pour ivresse chronique. Ses supérieurs parlent d'un soldat incapable de s'intégrer, trop instable pour le terrain. Il quitte la base avec un chèque, un sac, et la certitude qu'il ne saura jamais où aller. De retour aux États-Unis, il erre. Petit boulot, location temporaire, chambre partagée. Il vit en colocation, travaille un temps dans une sandwicherie, dort parfois dans des motels. Il ne se plaint pas, ne parle à personne. L'alcool est devenu son seul rythme. Il tente de retrouver une forme de structure, il vit un temps chez sa grand-mère, à West Allis, banlieue tranquille du Wisconsin. Elle, pieuse et bienveillante, pense que la foi peut réparer l'âme. Elle l'accueille, lui donne une chambre, l'emmène à l'église, espère voir renaître un garçon sage. Et de fait, Jeffrey devient plus calme. Il l'aide à faire les courses, tond la pelouse, cuisine parfois. Un petit-fils parfait. Mais le soir, dans cette maison ordonnée, l'ancien soldat ne dort pas. Les souvenirs reviennent, le corps dans la cave, la sensation du silence après l'acte, la maîtrise absolue. Et cette idée, insidieuse, qui monte, il pourrait recommencer. Il ne le fait pas encore. Mais il s'y prépare sans le savoir. La cave de la grand-mère devient un refuge. Un lieu où il peut s'isoler, boire, rêver. Les objets y s'accumulent, bouteilles, revues, petits animaux trouvés, parfois conservés dans du formol. Rien de criminel encore, juste des signes. Des signaux faibles. Les voisins le croisent dans la rue, poli, discret. Il promène son chien, aide parfois à porter des courses. Rien qui justifie la méfiance. Pourtant, autour de lui, tout glisse vers la même pente, l'isolement, la désocialisation, la fixation. Il se lie à personne. Les femmes l'ennuient, les hommes l'intimident. Il cherche un contact qu'il ne sait pas maintenir. Il fréquente des bars gays, mais la peur du rejet, la honte, et la difficulté à s'ouvrir font de chaque rencontre un échec. Alors il cherche autrement. Pas l'amour, ni même le désir. Mais la possession tranquille, celle qui ne parle pas, ne part pas, ne regarde pas ailleurs. À cette époque, il travaille dans une usine de chocolat. Les ouvriers décrivent un collègue sérieux, un peu distant, sans histoire. Il arrive à l'heure, repart sans bruit. Parfois, il sent l'alcool. Mais il fait son travail. Le contraste est presque ironique. Le tueur en devenir fabrique des douceurs pendant la journée, et nourrit la nuit une faim qu'aucun sucre ne peut apaiser. C'est aussi dans ces années que naissent les premiers signaux officiels. Des arrestations mineures, ivresse sur la voie publique, exhibition. Des plaintes déposées, vite classées. Personne ne relit rien. Son père, toujours dans un mélange d'aveuglement et d'inquiétude, essaie encore d'aider. Il paye des soins, propose des thérapies, espère qu'un cadre, n'importe lequel, suffira à endiguer le désordre. Mais Jeffrey n'est plus un adolescent en crise. Il est un homme en veille. Le calme apparent, la routine, la façade, tout cela n'est qu'un camouflage. L'armée lui a appris à paraître. L'alcool lui a appris à oublier. Et la solitude lui a appris à attendre. Car derrière cette normalité, il y a une mécanique déjà en marche, une logique qui transforme la frustration en stratégie. Il ne tuera plus par accident. Le prochain, il le choisira. Mais pour l'instant, le monstre dort. Il range les couverts, aide sa grand-mère à prier, regarde la télévision le soir. Un homme tranquille dans une banlieue tranquille. Et pourtant, à quelques mètres de lui, dans cette maison de briques, dans cette cave qu'il a fait sienne, il commence à garder des choses qu'on ne garde pas. Des vêtements. Des souvenirs. Des fragments. Il ne s'agit plus de comprendre les morts, comme quand il était enfant. Il s'agit de les conserver. Entre les murs sobres de West Allis, nul cri, nul éclat. Juste un silence méthodique, qui s'épaissit de semaine en semaine. Le tueur de Milwaukee n'a pas encore un nom. Mais il a trouvé un rythme. Et dans ce rythme, déjà, une forme d'équilibre. Le calme avant le vertige. L'homme normal avant la légende du cauchemar. Milwaukee, 1988. Les trains passent sur les rails du Nord,
les usines ferment les unes après les autres, et dans les quartiers populaires, les loyers baissent. Dahmer revient. Il traîne encore son odeur d'alcool froid et de solitude, mais il a un but désormais, recommencer à zéro. Pas pour se racheter. Pour se stabiliser. Pour avoir un espace à lui, un endroit où le monde cessera enfin de bouger. Il trouve ce qu'il cherche, un petit appartement au 924, North 25 Th Street. Une pièce principale, une cuisine étroite, un balcon qui donne sur une rue sans charme. Les murs sont gris, neutres, presque anonymes. L'immeuble est peuplé d'ouvriers, d'étudiants, de familles modestes, de gens qui rentrent tard et ferment la porte sans rien demander. Le type d'endroit où l'on peut vivre longtemps sans que personne ne vous regarde. Il signe le bail avec un sérieux presque religieux. Pour la première fois, il a un lieu à lui. Pas celui de son père, ni celui de sa grand-mère, ni la chambrée militaire. Le sien. Et tout, dans ce petit appartement banal, devient aussitôt symbole de contrôle. Il y aménage une routine millimétrée. Chaque objet à sa place, la télévision dans l'angle, le fauteuil contre le mur, le lit parallèle à la fenêtre. L'ordre est la condition de la paix. L'ordre empêche les pensées de s'échapper. Il travaille dans une chocolaterie industrielle, horaire de nuit. Quand il rentre au matin, il ferme les rideaux, s'enferme dans le noir, coupe le téléphone. Les voisins racontent qu'il était poli, calme, toujours seul. Parfois, la musique résonnait faiblement à travers les cloisons, des morceaux pop, des ballades, des voix étouffées. Rien d'inquiétant. Rien de remarquable. Mais pour Dahmer, l'appartement n'est pas un simple toit. C'est une enveloppe. Une frontière entre lui et un monde qui le rejette, qui l'effraie, qu'il ne comprend plus. Ici, il contrôle la lumière, les sons, les odeurs. Ici, il décide de ce qui entre, et de ce qui reste. Peu à peu, l'endroit se transforme. D'abord, il accumule. Des objets personnels, des photos, des magazines, des petits souvenirs sans valeur apparente. Puis viennent les symboles, des poids d'haltères, des bouteilles, des produits chimiques, des cadenas. Les objets deviennent des outils. Les outils deviennent des extensions de sa volonté. Le salon est ordonné. La cuisine, méticuleuse. Mais plus on avance vers la chambre, plus la logique change. L'espace s'y contracte, s'y privatise. Les rideaux sont tirés, les murs sombres, l'air épais. Dahmer y crée un monde parallèle, un lieu qui ne sert plus à vivre, mais à retenir. C'est ici qu'il reçoit ses visiteurs. Toujours le même scénario, un bar, une conversation polie, une promesse vague, une invitation. Le ton est doux, la main ferme, la voix basse. Le piège n'a rien de spectaculaire, juste un verre, une discussion, un sourire. La peur ne vient qu'après. Ce que Dahmer cherche n'est pas le meurtre, du moins, pas au début. C'est la présence fixe. L'instant où l'autre cesse de parler, de bouger, d'avoir des exigences. Il confondra bientôt cette absence de mouvement avec l'amour. Dans cet appartement, la solitude devient une architecture. Chaque meuble, chaque rideau, chaque objet participe à l'illusion du contrôle. L'espace se referme sur lui-même, comme une pièce scellée dans sa propre respiration. Les voisins s'habituent à ses horaires. Ils le croisent au supermarché, le voient rentrer les bras chargés de sacs plastiques, parfois avec un compagnon. Rien d'étrange. Un jeune homme discret dans une ville bruyante. Et pourtant, certains détails dérangent, des odeurs étranges, une odeur acide, lourde, qui s'invite dans le couloir. Quand on frappe à sa porte, Dahmer s'excuse avec calme. Ma viande a tourné. Le frigo est en panne. Il sourit, s'excuse, promet de nettoyer. Et la vie continue. C'est peut-être là que réside le cœur du monstre, dans cette compatibilité apparente avec la normalité. Il ne crie pas, ne menace pas, ne s'agite pas. Il ne laisse jamais rien déborder. Même le mal, chez lui, est rangé. Chaque soir, il rentre du travail à pied, la tête légèrement baissée, les écouteurs sur les oreilles. Dans sa poche, un trousseau de clés. Chacune ouvre une serrure différente, mais toutes ramènent au même endroit. Son sanctuaire. Son laboratoire. Son musée invisible. Dahmer vit comme un fantôme intégré. Il paie son loyer,
dit bonjour à la concierge, garde un emploi stable. Les signes de dérive sont visibles mais à petite échelle, noyés dans la banalité du quotidien. Il a des absences, des colères silencieuses, des moments d'euphorie étranges suivis d'un calme presque religieux. Quand il regarde par la fenêtre, la ville lui semble faite d'aquariums, des gens derrière des vitres, des silhouettes dans des rectangles de lumière. Il se demande, parfois, ce qu'il ferait s'il savait. Puis il se détourne, éteint la lumière, referme les rideaux. Le mal ne se cache pas toujours dans les bois. Parfois, il se loue au mois, dans un 2 pièces avec moquette. Et il apprend à respirer au même rythme que la ville, jusqu'à s'y confondre. Pour Dahmer, ce lieu devient plus qu'un décor, c'est une extension de lui-même. Un espace calibré pour enfermer, figer, retenir. Chaque visite, chaque présence, chaque trace devient une preuve de pouvoir. Et ce pouvoir, une fois goûté, devient nécessaire. Dans ce silence climatisé, avec pour seul bruit le bourdonnement du frigo. Jeffrey Dahmer a trouvé ce qu'il cherchait depuis l'enfance. Un monde où rien ne s'échappe. Un monde sous clé. Milwaukee, début des années 1990. Dans les bars, la musique couvre les conversations, les verres s'entrechoquent, les lumières colorées brouillent les visages. C'est là, au milieu de cette rumeur anonyme, que Jeffrey Dahmer trouve ses proies. Pas par hasard, ni par pulsion immédiate, par méthode. Il observe. Toujours à distance. Son regard glisse sur les visages avec une lenteur presque scientifique, à la recherche d'un détail. La solitude, la fatigue, une hésitation dans la voix, un geste maladroit. Il ne cherche pas la beauté, il cherche la vulnérabilité. Quelqu'un qui attend un peu d'attention, une conversation, une validation. Quelqu'un qui, pour quelques minutes, croira qu'on le voit enfin. Son arme n'est pas un couteau. C'est un ton. Une douceur étudiée. Une promesse. Il sait comment parler pour rassurer. Il propose un verre, un rire, une photo, un peu d'argent. Viens, j'ai un appareil photo. Tu es photogénique. Je te paie pour quelques clichés. La phrase revient souvent, presque mot pour mot. Ce n'est pas une ruse improvisée, c'est un protocole. Il sait que la promesse d'un échange équitable argent contre image, ouvre les portes de la confiance. La plupart des hommes qui l'approchent sont jeunes, souvent issus de milieux précaires, parfois sans domicile fixe. Des garçons qu'on croise, qu'on oublie. Ils sont les invisibles d'une société pressée, ceux dont la disparition ne fera pas la une. Dahmer le sait. Il en joue. C'est cette invisibilité qui lui offre la sienne. Dans les bars gays de Milwaukee, il devient un habitué discret. On se souvient de lui, poli, timide, un peu étrange mais jamais agressif. Certains disent qu'il parlait peu, d'autres qu'il pouvait se montrer charmant. Toujours cette même ambiguïté, un visage inoffensif, une voix douce, un calme presque rassurant. Ce calme, justement, fait tomber les défenses. L'alcool aide. Toujours. Il propose un dernier verre, un endroit plus tranquille, la promesse d'un moment plus intime. Il a le ton de celui qui ne force jamais. Juste un ami qui invite. Et souvent, cela suffit. Le trajet jusqu'à son appartement est banal, une marche, un taxi, une blague parfois. La façade se maintient jusqu'à la porte. Il parle de photos, de films, de musique. Il fait croire à une soirée ordinaire, à une rencontre qui pourrait continuer. Mais dans son regard, déjà, quelque chose s'est figé. Une fois la porte fermée, le monde extérieur cesse d'exister. La séduction, chez Dahmer, n'a rien d'érotique. C'est un rituel de capture. Une transaction d'illusion, il donne la chaleur d'un contact, il prend la confiance. Il ne séduit pas pour plaire. Il séduit pour posséder. Ce qui rend sa méthode terrifiante, c'est sa banalité. Rien de spectaculaire. Aucune violence apparente avant le basculement. Juste une conversation, un sourire, un faux sentiment de sécurité. La manipulation pure, sans cri, sans menace. Un prédateur social avant d'être un prédateur physique. Les enquêteurs comprendront plus tard que cette stratégie lui a permis de tuer pendant des années sans alerter personne. Les victimes entraient chez lui volontairement. Pas de lutte, pas d'effraction. Juste la trace d'une présence consentie.
Un accord implicite, je viens, je te fais confiance. Et c'est précisément là que se joue la perversité de Dahmer. Il comprenait l'importance du consentement apparent. Il savait que le monde croit à l'idée d'un choix, que personne ne s'inquiète d'un homme qui suit un autre dans la nuit. Il utilisait cette logique sociale comme camouflage. À force, la technique devient une seconde nature. Il repère les heures propices, les lieux sûrs, les visages disponibles. Il maîtrise l'art de la conversation minimale, assez pour accrocher, pas assez pour éveiller la méfiance. Chaque mot est un appât, chaque sourire une laisse invisible. Dans sa tête, tout est déjà compartimenté, le lieu, la méthode, la justification. Mais à l'extérieur, il reste ce garçon blond discret, ce voisin poli, ce travailleur tranquille. Et c'est cette dualité, plus encore que ses crimes, qui glace. Le contraste entre la douceur du geste et la noirceur du projet. La plupart des survivants ou témoins parlent d'une impression récurrente. Celle d'avoir été choisi. Dahmer ne s'imposait pas. Il attirait. Comme une lampe attire les insectes sans promesse, sans menace, juste une lumière qui rassure. Lui-même dira plus tard, avec une lucidité presque clinique. Je voulais qu'ils restent. Qu'ils ne partent pas. Je voulais les garder près de moi. Et dans cette phrase, tout est dit. La séduction n'était pas un prélude à la violence, mais une tentative maladroite d'amour déformé, perverti, sans issue. L'amour chez Dahmer n'était qu'un autre mot pour l'enfermement. Dans les rues de Milwaukee, les gens continuaient de rire, de danser, de boire. Dans les journaux, on ne parlait encore de rien. Mais dans les bars du centre, un homme au sourire calme observait les visages et choisissait les solitudes. Son appartement l'attendait. Et la ville, elle, dormait debout. L'appartement de Jeffrey Dahmer n'était pas d'emblée un lieu de crime, c'était d'abord un refuge, un sanctuaire de solitude. Puis, lentement, il se mua en atelier de conservation. Le basculement se fit sans éclat public, dans la logique incongrue d'une vie qui cherchait à retenir l'insaisissable, la présence de l'autre. Il y eut des signes, d'abord anodins. Des magazines rangés par ordre, des piles de films, des appareils photo posés sur une étagère. Des pellicules d'un format ancien, des flashs, des ampoules de rechange. Des boîtes de films, de vieilles diapositives que personne ne regardait. La photographie, pour Dahmer, n'était pas un simple hobby, c'était une pratique qui servait un dessein plus secret, figer le vivant, le rendre immobile. Peu à peu, la chambre prit un air de laboratoire. Une table, toujours propre, recevait des objets disposés selon un ordre précis. Des bocaux vides, des contenants hermétiques, des cordelettes, des sacs résistants, un petit congélateur aux dimensions exactes pour glacer un corps en attente. L'électricité, la lumière, la température, tout y était contrôlé. Les voisins ne voyaient qu'un appartement ordonné. Ceux qui auraient dû s'inquiéter remarquaient au mieux une odeur passagère, une lumière qui ne s'éteint jamais trop tôt. La photographie occupait une place centrale dans cet échafaudage mental. Dahmer prenait des photos systématiques des hommes qu'il ramenait, debout, assis, parfois endormis, des images calmes qui, à distance, semblaient innocentes. Les clichés ne cherchaient pas à choquer. Ils constituaient une archive intime, un catalogue de présence. Plus tard, ces images, retrouvées par la police, apparaîtront comme la preuve la plus glaçante de sa pratique, non à cause de leur violence explicite, mais par la froideur clinique du regard qui les capture. Il y avait une méthode dans ses gestes. Un rituel presque banal, où la préparation allait de pair avec le soin de ne pas laisser de traces bruyantes. Après une rencontre réussie, Dahmer proposait parfois un studio improvisé. « Assieds-toi, laisse-moi te prendre en photo. » La proposition, naturelle et anodine, ouvrait la porte à la confiance. Les sujets posaient, parfois rieurs, parfois flattés. Ils ne savaient pas qu'ils entraient dans un archivage. Ensuite, le contrôle. Dahmer passait des heures à nettoyer, à organiser, à classer. Chaque objet avait sa raison d'être. Les vêtements étaient pliés avec une minutie qui trahissait une obsession de l'ordre, les chaussures alignées, les papiers triés par date. Les outils n'étaient pas exposés en évidence, ils dormaient dans des tiroirs, entourés de chiffons propres et de sacs plastiques. Tout était préparé pour l'efficacité,
pour minimiser la désorganisation que produit toujours l'acte extrême. La déshumanisation eut lieu par la méthode plus que par l'horreur. Les hommes que Dahmer attirait n'étaient pas seulement appréhendés par la force, ils étaient, peu à peu, transformés en objets de collection. Le regard du prédateur n'était pas celui d'un monstre en délire, mais celui d'un archiviste méticuleux. Comment classer, comment conserver, comment réordonner la chair en archives muettes. Le passage de l'humain à l'artefact s'opéra par petites touches administratives, une photo ici, une étiquette là jusqu'à ce que la personne ne soit plus qu'une entrée de plus dans une collection privée. Il développa des routines pour réduire au minimum l'imprévu. Le congélateur devint son allié logistique, la pellicule, son témoin froid. Il s'enfermait des heures, parfois jours, à manipuler les images, à choisir l'angle qui figerait le mieux un visage dans la neutralité d'un portrait. L'acte de photographier n'était pas voyeurisme bestial, c'était la mise en catalogue d'un monde qu'il entendait contrôler. Contrôle sur le temps, contrôle sur la mémoire. Dahmer utilisait aussi le détournement d'objets du quotidien comme instrument de sa logique. Des produits ménagers devinrent des solvants, des contenants, des capsules de conservation. Il testait, ajustait, mesurait les effets de la glace, des températures, de l'espace confiné. Il nota peut-être, dans un coin de sa mémoire, ce qui fonctionnait et ce qui échouait. Comme un technicien qui affine un protocole, il peaufinait ses pratiques en silence. Les voisins remarquèrent, çà et là, des absences prolongées d'hommes qui y avaient parlé au bar. Des silhouettes qui avaient pris un taxi à une heure tardive pour ne jamais revenir. Mais dans une ville où les disparitions de jeunes hommes sont tristement fréquentes, personne ne fit le lien immédiatement. Les familles attendaient, fouillaient, redoutaient, la police enregistrait des signalements qui, isolément, n'offraient aucun motif d'enquête approfondie. La chambre, en se fermant sur elle-même, acheva la transformation, un lieu où la présence d'un autre devenait preuve de possession. Le silence n'était pas seulement l'absence de bruit, il était l'instrument principal. Les murs, témoins muets, conservaient les odeurs, les empreintes invisibles, la mémoire d'un geste répété. Le quotidien servait de couverture, l'ordre apparent, de paravent. Il fallut des années pour que la mécanique se révèle au grand jour. Quand la police entrera, elle trouvera des images, des visages figés dans des moments d'obéissance silencieuse et des objets qui ne semblent pas appartenir à une vie ordinaire. Ce ne sera pas le sang qui prouvera l'irréparable, la preuve la plus lourde sera la froideur du catalogue, la tranquillité méthodique d'un appartement transformé en chambre forte de présence perdue. La vraie horreur, dans ce cas, n'est pas dans le spectacle du crime mais dans la transformation administrative de l'humain en archive. Une photo prise comme on prend une image d'identité, une étagère qui garde les traces, une méthode qui change la personne en dossier. Dahmer ne criait pas. Il classait. Il n'assommait pas pour la jouissance immédiate, il préparait pour la permanence. Dans la chambre du silence, la violence s'épanouissait en ordre et c'est cet ordre, plus que le geste, qui déshumanisait. Quand la pièce se fermait sur la nuit, il y avait parfois un bruit ténu, le cliquetis d'un appareil photo, le froissement d'un film qu'on enroule. Puis plus rien. Le silence reprenait ses droits. Ils avaient des noms, des rires, des promesses, des familles qui attendaient un appel, un retour, un message. Mais longtemps, dans les colonnes des journaux, ils n'ont été que des silhouettes, victimes anonymes du cannibale de Milwaukee. Un pluriel pratique, commode, qui efface les singularités. Jeffrey Dahmer, lui, a laissé des traces matérielles. Eux, on a effacé leur visage. Il y avait Stephen X, 18 ans, rencontré sur le bord d'une route en 1978. Un garçon qui rentrait d'un concert, la guitare encore vibrante de musique dans les doigts. Il voulait juste un trajet pour rentrer. C'était le premier, celui que Dahmer n'oubliera jamais, non par remords, mais parce que tout partira de là, ce moment où il comprend qu'il peut garder quelqu'un, même après. Puis Stephen Tuomi, 25 ans, employé d'hôtel, un jeune homme discret. Le meurtre qui marquera le vrai retour du tueur, après presque 10 ans d'hibernation. Une nuit d'alcool, un réveil sans mémoire, un corps qu'il prétendra ne pas se rappeler avoir tué. L'amnésie comme masque commode, comme refus de nommer le geste. Et ensuite, la liste s'allonge, lente, implacable. Jamie Doxtator,
14 ans, fugueur. Richard Guerrero, 22 ans, serveur. Anthony Sears, mannequin amateur, élégant, souriant. Tous attirés par la promesse d'un peu d'argent, d'une soirée, d'une photo. Tous piégés par la douceur d'un homme qu'ils croyaient tranquille. La plupart étaient jeunes, pauvres, souvent issus de minorités. Afro-américains, latinos, asiatiques. Beaucoup étaient homosexuels ou en rupture familiale. Autant de raisons, dans l'Amérique des années 80 à 90, pour que leur disparition n'inquiète personne tout de suite. Les familles signalaient, la police classait. Les journaux n'en parlaient pas. Certains d'entre eux avaient quitté leur foyer dans l'espoir d'une vie meilleure à Milwaukee, cette ville grise qui promettait du travail, un peu d'anonymat, une chance. Mais dans le labyrinthe des bars et des quartiers populaires, ils croisèrent un visage poli, une voix calme, un sourire qui disait « Viens, ce ne sera pas long ». Ils avaient des rêves simples. Errol Lindsay, 19 ans, voulait ouvrir un salon de coiffure. Conrad Saint-Azonphone, 14 ans, voulait étudier l'anglais pour aider sa famille venue du Laos. Matt Turner, Jeremiah Weinberger, Oliver Lassie, tous jeunes, beaux, pleins d'avenir. Et tous invisibles aux yeux d'une société qui classait leur vie comme marginaux. Cette invisibilité fut l'un des ingrédients du crime. Dahmer le savait. Il choisissait des hommes dont l'absence ne ferait pas scandale. Des hommes qu'on chercherait un peu, puis qu'on oublierait. Des hommes sans statut, sans voix. Il savait que la couleur de peau, la pauvreté, l'orientation sexuelle suffisaient à étouffer l'alerte. Quand la liste des disparus commença à s'allonger, les mères vinrent frapper aux portes des commissariats. On leur répondit avec lassitude. Ce sont des jeunes hommes. Ils sont partis d'eux-mêmes. Elles insistaient. On les fit attendre. On leur dit d'être patientes. Et chaque jour d'attente ajoutait une ligne au dossier d'un autre disparu. Parmi elles, la mère de Conrad, déchirée par la certitude que son fils était vivant quelque part. Elle se souviendra toute sa vie de cet appel d'une voisine. Un adolescent torse nu, hébété, avait été retrouvé dans la rue, incapable de parler. La police était intervenue. Mais Dahmer, calme, avait expliqué que c'était son petit ami majeur, qu'il avait trop bu. Les agents avaient ri, s'étaient excusés, et l'avaient raccompagné chez lui. Chez Dahmer, Conrad est mort 1 heure plus tard. Cette erreur policière, cette indifférence structurelle, symbolise à elle seule tout le drame. Non seulement Dahmer a tué, mais il a prospéré dans une zone aveugle du système, là où les vies des jeunes hommes noirs, gays ou migrants valaient moins d'encre que celles des autres. Lorsque l'affaire éclata enfin en 1991, les photos des victimes furent publiées. 13 visages alignés dans un carré parfait, comme sur une planche d'école. Des regards directs, des sourires sincères, des expressions pleines de vie. Et sous chaque photo, un âge, un nom, une date. Ce jour-là, le public comprit que Dahmer n'avait pas seulement tué. Il avait effacé. Effacé des noms, des histoires, des possibles. La télévision parla de monstruosité, de cannibalisme, de folie. Mais les familles, elles, parlaient de fils, de frères, de voisins. Elles disaient, il aimait danser. Il faisait rire tout le monde. Il voulait juste être accepté. Des phrases simples, presque banales mais qui rendaient aux morts ce que Dahmer leur avait pris, leur humanité. Ce chapitre de l'affaire Dahmer est peut-être le plus essentiel. Il rappelle que, derrière le mythe du tueur, il y a des absents. Pas des figurants dans une tragédie, mais des existences que la société n'a pas su protéger. Leur disparition est double, d'abord physique, ensuite médiatique. Le crime de Dahmer, c'est aussi celui du silence collectif. Une ville qui n'a pas voulu voir. Une police qui n'a pas voulu croire. Une presse qui n'a pas voulu déranger. Aujourd'hui encore, leur nom résonne comme une prière inachevée. Stephen, Anthony, Conrad, Oliver, Jeremiah. Des prénoms qu'on devrait lire à voix haute, un à un, pour que l'histoire ne retienne pas seulement celui de l'homme qui a tué, mais aussi ceux des hommes qu'on a laissés disparaître. Parce qu'avant d'être des preuves dans un dossier, ils furent des vies interrompues, et des visages qu'on aurait dû regarder plus longtemps. C'était un soir d'été, lourd et sans éclat. Le 22 juillet 1991.
Milwaukee, dans sa torpeur ordinaire, ne se doutait de rien. Au 6e étage du 924 North 25 Street, une porte allait enfin s'ouvrir sur 12 années de silence. Tracy Edwards avait 32 ans. Un homme sans histoire particulière, un visage banal, un peu fatigué, comme tant d'autres qui errent dans les bars à la recherche d'un verre, d'une conversation, d'une soirée à tuer. Il n'imaginait pas que ce soir-là, dans un club du centre-ville, son destin croiserait celui d'un homme poli, discret, au sourire presque timide. Jeffrey Dahmer. L'approche fut simple, presque aimable. Une bière offerte, une proposition, venir voir quelques photos, discuter, boire encore un peu chez lui. Tracy hésita, puis accepta. La promesse semblait anodine, un échange entre inconnus, un moment sans enjeu. Mais derrière la façade tranquille, Dahmer avait déjà tout planifié. Ils prirent un taxi, échangèrent quelques phrases banales. Tracy se souvient plus tard du ton calme, presque détaché de Dahmer. Tu verras, c'est juste à côté. Rien n'annonçait la descente. L'appartement l'accueillit dans une pénombre étrange. L'air y était lourd, saturé d'une odeur métallique et douceâtre. Sur les murs, des affiches, des plantes fanées, quelques bibelots sans goût. Sur la table, une pile de canettes et un polaroid. Une poêle encore tiède traînait sur la cuisinière. Tout paraissait normal, jusqu'à ce que le silence se mette à peser. Dahmer referma la porte doucement, verrouilla la serrure. Le cliquetis résonna comme une sentence. Puis, sans brusquerie, il saisit les poignets de Tracy et y passa une menotte. Un seul poignet, d'abord comme un geste d'essai. Tracy eut un mouvement de recul, mais Dahmer lui parla avec cette même voix calme. « C'est juste pour une photo, ne t'inquiète pas. » La phrase, absurde et glaçante, suspendit le moment. Tracy comprit qu'il n'était plus dans une soirée, mais dans un piège. Commence alors un huis clos d'une heure où le temps se dilate. Dahmer parle peu, tourne autour de lui montre un couteau posé sur la table, le saisit, le repose. Tracy, terrorisé, observe. Il comprend que son salut dépendra de sa capacité à parler. Il feint la sympathie, engage la conversation, demande calmement s'il peut aller aux toilettes, évoque la télévision. Dahmer, troublé, s'adoucit parfois, puis retombe dans ses silences. Une oscillation constante entre menace et torpeur. Tracy raconte plus tard avoir vu, dans la chambre, un tonneau bleu, des photos sur le sol, et quelque chose dans le réfrigérateur qu'il n'ose pas nommer. Mais il garde son sang-froid. Il attend. Il observe la faille. Quand Dahmer détourne l'attention pour regarder la télévision, un film d'horreur, ironie sinistre, Tracy profite d'un instant. Il frappe, esquive, se libère partiellement de la menotte, puis court. La porte s'ouvre, il s'élance dans le couloir, torse nu, en sueur, la menotte pendant à son poignet. Il dévale les escaliers, traverse la rue, court jusqu'à croiser une voiture de police. Les agents pensèrent d'abord à un ivrogne ou à une dispute domestique. Mais la panique dans sa voix, la précision de ses mots, les convainquent. Il a essayé de me tuer. Il voulait me garder. Allez voir chez lui. Ils le suivent, sans savoir qu'il marche vers l'une des découvertes les plus terrifiantes de l'histoire criminelle américaine. Dahmer ouvre, calme comme toujours. Un simple malentendu, messieurs. Mais les policiers voient la menotte, sentent l'odeur. Ils demandent la clé. Il hésite. Ils insistent. Et quand l'un d'eux entre dans la chambre, il s'arrête net. Sur le lit, un polaroid. Une image. Puis d'autres. Des dizaines. Des visages. Des corps. Des preuves. Le silence qui suit est celui d'un monde qui se fissure. Les policiers se regardent. Dahmer tente un geste, mais c'est trop tard. Il le maîtrise. Le tueur le plus discret des États-Unis vient d'être arrêté non par une enquête, mais par un homme qui a osé courir. Tracy Edwards devient, sans le vouloir, le témoin clé d'une histoire que personne ne voulait croire. Il est la preuve vivante que Dahmer n'était pas un monstre légendaire tapi dans les ruines mais un voisin, un homme poli, vivant à 2 pas, dans un immeuble banal, derrière une porte banale. Ce soir-là, la fuite d'un seul homme a ouvert la porte sur 17 morts. Et sur une vérité que Milwaukee allait mettre des années à regarder en face. Que le mal peut habiter à côté.
offrir un verre, sourire calmement, et attendre qu'on dise oui. L'appartement sentait encore la chaleur du soir. Une lampe à abat-jour orange diffusait une lumière faible, presque domestique. Tout paraissait normal, des canettes de bière, des magazines, un poste de télévision encore allumé sur une sitcom. Mais au sol, près du lit, un polaroid. Et sur ce polaroid, l'innommable. L'un des policiers s'immobilisa. Son collègue, croyant d'abord à une blague de mauvais goût, s'approcha, regarda à son tour. Puis il pâlit. Les clichés montraient des visages. Des corps. Des scènes figées avec une précision clinique. Pas d'exagération, pas de flou, la méthode d'un homme qui voulait garder la trace. Le premier réflexe fut la dénégation. Ce n'était pas possible. Pas ici. Pas dans ce 2 pièces à la moquette grise, chez ce type calme et poli. Mais à mesure que les photos se succédaient, la réalité s'imposait. Il venait de mettre la main sur un catalogue de la mort. Dahmer, adossé au mur, tenta un mensonge sans conviction. Ce sont juste des images, pour moi, des souvenirs. Les agents ne répondirent pas. L'un d'eux s'approcha du réfrigérateur. Il l'ouvrit. Et le monde, à cet instant précis, bascula. Ce qu'ils trouvèrent ne sera jamais entièrement décrit, mais les rapports officiels, eux, parleront d'un inventaire d'horreur soigneusement organisé. Des fragments, des instruments, des contenants. Un tonneau bleu, un congélateur scellé, des produits chimiques, des photographies soigneusement datées. L'appartement tout entier n'était pas une scène de crime. C'était un laboratoire, un espace de travail. Les policiers sortirent dans le couloir, hébétés, livides. L'un vomit, un autre pleura. Ils appellent des renforts. L'immeuble s'éveille. Des voisins ouvrent leurs portes, stupéfaits de voir des officiers en état de choc. Que se passe-t-il? Ne vous approchez pas. Restez chez vous. Milwaukee, en une nuit, perd son innocence. Le banal, l'ordinaire, la normalité, tout cela se fissure. L'homme discret du 6e étage, celui qui offrait parfois une bière, est en réalité un prédateur méthodique dont les crimes défient toute imagination. L'appartement devient un champ de fouilles. Les techniciens de la police scientifique entrevêtus de combinaisons blanches, masques sur le visage, gants jusqu'au coude. Chaque objet est numéroté, photographié, étiqueté. Chaque trace, archivée. Les clichés sont saisis, les produits chimiques prélevés, les récipients scellés. Rien n'est laissé au hasard, la science doit remplacer l'horreur. Les enquêteurs avancent avec lenteur, comme si chaque pas risquait d'éveiller quelque chose. Ils décrivent plus tard ce sentiment étrange. Le contraste entre l'ordre et la monstruosité. Tout était rangé. Classé. Propre. Chaque tiroir avait son rôle, chaque flacon sa place. Aucun chaos. Aucune folie apparente. Juste la froideur d'un esprit qui avait transformé le meurtre en une routine. Dehors, la rumeur enfle. Les caméras arrivent, les journalistes se massent, les voisins parlent. Une femme sanglote. Je vivais à côté de lui. Il m'aidait à porter mes sacs. Un autre murmure. On a senti des odeurs, oui, mais on n'a jamais imaginé ça. La ville découvre, abasourdie, que l'horreur ne vit pas dans les bois ni dans les films. Mais dans les immeubles, les parkings, les ascenseurs du quotidien. Le nom de Jeffrey Dahmer s'imprime sur toutes les lèvres. En quelques heures, il devient une légende macabre. La télévision diffuse les images du bâtiment encerclé de rubans jaunes. Le mot serial killer circule à toute vitesse. Et les commentateurs parlent d'un crime d'un autre monde. Mais ce monde, c'est le nôtre. Celui des baux locatifs, des factures payées à temps, des sourires polis entre voisins. À l'intérieur, Dahmer garde le silence. Il regarde les policiers démonter son univers comme on démonte une machine. Il ne résiste pas, ne pleure pas, ne cherche pas d'excuses. Il observe. Comme s'il se voyait lui-même devenir une pièce du dossier. Les agents trouvent, dans un tiroir, un cahier. Des notes méticuleuses, des dessins, des listes. Tout y est consigné avec la froideur d'un comptable. Chaque nom, chaque date, chaque tentative. Pas de remords. Pas de rage. Seulement un inventaire de gestes. Au petit matin,
la presse internationale est déjà là. Les flashs crépitent sur la façade de briques. Les voisins témoignent en boucle. La police transporte des sacs scellés, des caisses de preuves. Et au centre de ce théâtre d'horreur bureaucratique, une seule vérité domine. Tout cela s'est passé dans un appartement de 50 mètres carrés, sous le nez d'une ville entière. Ce que l'Amérique découvre ce jour-là, ce n'est pas seulement un tueur en série. C'est la démonstration que le mal peut être méthodique, organisé, presque administratif. Que le monstre peut payer son loyer, sourire, et dire bonsoir sans que personne ne voie la faille. Les preuves sont accablantes. Mais plus accablant encore, c'est ce qu'elles disent du monde. Que la banalité est la meilleure cachette. Et que parfois, le pire se dissimule sous la lumière d'une lampe ordinaire. Février 1992. Milwaukee grelotte sous un ciel gris, mais dans les couloirs du tribunal, l'air est brûlant. Les journalistes s'agglutinent, les caméras s'installent, les micros s'ouvrent. Derrière la vitre blindée de la salle 317, Jeffrey Dahmer entre, menotté, tête basse. Costume clair, cheveux impeccablement peignés, lunettes fines. L'image trouble, celle d'un monstre habillé en comptable. Le procès s'annonce comme l'un des plus retentissants de l'histoire judiciaire américaine. 17 meurtres. Une accumulation de preuves matérielles. Et une question qui divise la nation. Un homme comme lui peut-il être déclaré saint d'esprit? Les jurés sont sélectionnés avec soin. Les experts psychiatres se succèdent, dossier à la main, visage fermé. L'enjeu dépasse le simple verdict, il s'agit de définir la frontière entre la folie et le mal. Entre ce qu'un cerveau peut justifier et ce qu'une conscience doit assumer. L'avocat de la défense, Gerald Boyle, tente de bâtir un rempart autour de cette idée. Dahmer n'était pas maître de lui-même. Son obsession pour la possession absolue, son incapacité à concevoir la séparation, son détachement émotionnel total, tout cela, plaide-t-il, relève d'une pathologie. Il n'était pas fou furieux, mais fou fonctionnel. Un homme malade, prisonnier d'une pulsion incontrôlable. La défense invoque les troubles de personnalité, la psychose latente, les compulsions sexuelles déviantes. Elle parle de nécrophilie obsessionnelle, de désordre du contrôle des impulsions, de rupture avec la réalité affective. Derrière ces mots cliniques, elle cherche à transformer la monstruosité en maladie. Mais l'accusation, elle, avance d'un pas froid et précis. Le procureur Michael McCann ne nie pas la bizarrerie du comportement de Dahmer. Mais il démontre la planification, la préméditation, la méthode. Monsieur Dahmer n'est pas fou. Il est calculateur. Les kits préparés, les achats ciblés, les mensonges organisés, les dissimulations méticuleuses, tout cela, dit-il, n'est pas l'œuvre d'un délire, mais d'une logique. Il savait ce qu'il faisait. Il savait que c'était mal. Et il l'a fait quand même. Les psychiatres eux-mêmes se contredisent. Certains le décrivent comme profondément dérangé, détaché du réel, cherchant à fabriquer des compagnons éternels par peur de l'abandon. D'autres affirment que sa lucidité est intacte. Il savait cacher, nettoyer, effacer. L'un d'eux résume. Il n'est pas fou au sens médical. Il est monstrueusement rationnel. Le jury écoute. Dahmer, lui, reste silencieux. Il prend parfois des notes, lève rarement les yeux. Quand on diffuse les enregistrements de ses aveux, la salle retient son souffle. Sa voix posée, presque aimable, raconte les crimes avec une précision dénuée d'émotion. Pas un mot de haine. Pas un cri. Juste la narration clinique d'un homme qui parle d'objets, pas de vie. L'opinion publique, elle, oscille entre deux pôles, fascination et dégoût. Les journaux vendent à la une des titres comme le cannibale de Milwaukee ou l'homme qui dînait avec ses victimes. Les talk-shows américains débattent, faut-il le comprendre ou le détester? Des psychologues improvisés se succèdent à la télévision, dissertant sur l'enfance, la solitude, la déviance sexuelle. Mais dans les rues, dans les familles des victimes, une seule phrase revient. Assez d'excuses. Qu'il paie. Le 15 février 1992, le verdict tombe. Dahmer est reconnu coupable de 15 meurtres et pleinement responsable de ses actes. Pas de folie. Pas d'échappatoire médical. Le jury rejette à l'unanimité l'idée d'irresponsabilité pénale.
La sentence, 15 peines de prison à perpétuité consécutive, soit près de 1000 ans d'incarcération. Quand le juge prononce les mots, Dahmer incline la tête. Aucune protestation. Il remercie même la cour d'avoir été juste. Un calme glaçant, comme s'il approuvait sa propre condamnation. Puis vient son dernier discours, bref, presque murmurant. Je sais que ce que j'ai fait est terrible. Je ne cherche pas de pardon. Je ne crois pas pouvoir être sauvé. Mais j'espère que Dieu me pardonnera un jour. Silence. Certains jurés pleurent. Les familles, elles, restent droites, figées dans la douleur. Leur colère, ce jour-là, ne se dissout pas dans la justice. Elle se heurte à une réalité implacable, aucune condamnation n'effacera ce qu'il a fait. Le procès de Dahmer a laissé une empreinte durable dans le système judiciaire américain. Il a rappelé les limites du droit face à l'inhumanité. Comment juger quelqu'un qui, sans être fou, agit comme si la morale n'existait plus? Comment punir un homme qui reconnaît tout sans remords, mais sans défense? L'affaire Dahmer a posé une question que la société n'a jamais vraiment résolue. Où s'arrête la folie, et où commence le mal? Et dans la salle d'audience, ce jour-là, beaucoup ont compris que parfois, la vraie peur ne vient pas du monstre incontrôlable, mais de l'homme parfaitement lucide, qui choisit, en pleine conscience, de l'être. Milwaukee, été 1991. Dans les semaines qui suivent la révélation, la ville devient un champ de deuil dispersé. Les noms commencent à apparaître dans les journaux, un à un, mais derrière chaque nom, il y a une famille ou ce qu'il en reste qui cherche à comprendre. Des femmes noires, des familles hispaniques, des parents d'ouvriers modestes, tous convergent vers le commissariat du 2 district avec la même question, chuchotée ou hurlée selon les jours. Mon fils était là, n'est-ce pas? La plupart n'ont jamais eu droit à une enquête digne de ce nom. Avant l'arrestation, leurs appels étaient restés sans réponse. Votre fils est majeur, madame, il est parti de son plein gré. Les jeunes hommes de ce quartier disparaissent souvent. Attendez quelques semaines. Ces phrases, récitées sans méchanceté mais avec indifférence, s'étaient accumulées dans les dossiers comme un couvercle sur le désespoir. Quand les policiers annoncent, après la perquisition, que plusieurs victimes ont été identifiées grâce à des empreintes ou à des fragments, les familles affluent au poste. Elles ne viennent pas réclamer vengeance, elles veulent retrouver leurs morts. Savoir où poser une fleur, ou prier, ou pleurer. Mais pour beaucoup, il n'y a pas de réponse. Il n'y a que des boîtes numérotées, des preuves scellées, des morceaux d'histoire dissous dans le formol. Les salles d'attente deviennent des chapelles improvisées. Des mères se tiennent la main, échangent des photos, comparent des bracelets, des tatouages, des sourires. Les enquêteurs défilent, maladroits, dépassés par l'ampleur humaine de ce qu'ils ont découvert. Car au-delà des crimes, il y a les vies invisibles qu'ils révèlent. Des garçons rejetés par leur famille pour leur orientation sexuelle. Des migrants venus chercher un travail temporaire. Des jeunes issus de quartiers que la ville ne regarde jamais. Le monstre n'a pas choisi au hasard. Il a choisi parmi ceux que la société jugeait remplaçables. Certains proches racontent plus tard la double peine. Celle d'avoir perdu un enfant, et celle d'avoir dû prouver qu'il comptait. Les journalistes ne venaient pas dans ces maisons. Les premières unes parlaient d'un cannibale, pas des victimes. Les photos des disparus circulaient sans nom, sans contexte, comme des pièces à conviction supplémentaires. Ce n'est qu'avec le temps, avec la persévérance des familles, que les histoires individuelles ont refait surface. Tony Hughes, 31 ans, sourd et muet, qui communiquait par gestes. Conrad Saint-Azonphone, 14 ans, réfugié, livré à Dahmer par la police elle-même après une méprise tragique. Errol Lindsay, 19 ans, apprenti tailleur, le sourire facile, disparu sur le chemin du retour. Chacun avait un visage, une histoire, un monde autour de lui. Et c'est ce monde que Dahmer a méthodiquement effacé. Les funérailles se succèdent, sobres, parfois collectives. Certaines familles ne reçoivent qu'une urne, d'autres rien du tout. La ville tente de rendre hommage, maladroitement. Des associations se créent pour rappeler les noms, pour exiger que les disparus issus des minorités soient réellement recherchés à l'avenir. Mais la colère reste. Pas seulement contre Dahmer, mais contre tout un système qui a permis à son silence de durer si longtemps.
Les familles des victimes ont souvent été les gardiennes de la mémoire que la société voulait oublier. Elles ont tenu les veillées, rassemblé les coupures de presse, écrit les noms sur des bougies, dressé des autels improvisés dans les halls d'immeubles. Elles ont redonné une humanité aux morts qu'on avait réduits à des chiffres. Et surtout, elles ont posé la seule question qui compte, celle qui dépasse tous les procès. Combien d'autres faut-il qu'on perde avant qu'on écoute les vivants? Car si le procès de Dahmer a jugé un homme, ses familles, elles, ont jugé une société. Elles ont vu de leurs yeux ce que signifie être pauvre, noir, homosexuel, ou simplement oublié dans une ville américaine du tournant des années 1990. Elles ont compris que le monstre n'avait pas seulement profité de sa ruse, mais aussi de notre indifférence collective. Et dans leur voix tremblante, dans leur marche silencieuse, dans leurs prières, il y avait une leçon aussi terrible qu'universelle. Les crimes de Dahmer n'auraient peut-être pas duré aussi longtemps si le monde avait jugé que ces vies valaient la peine d'être retrouvées. La porte de la cellule s'est refermée sur un silence presque familier. Pas de cris, pas de protestation, juste ce bruit de métal que Dahmer connaissait déjà trop bien, celui du verrou qu'on tourne, du monde qu'on referme. En 1992, il entame sa peine dans la prison de Columbia Correctional Institution, Wisconsin. 15 condamnations à perpétuité. Aucune chance de sortie. Mais ce n'est pas la liberté qu'il cherche. C'est une forme d'ordre. Le détenu Jeffrey Dahmer n'est pas un prisonnier ordinaire. Certains veulent le voir comme un trophée, d'autres comme une abomination. Les gardiens l'observent à distance. Ses codétenus oscillent entre la peur et la fascination. Dans les premiers mois, on le garde à l'isolement, pour sa sécurité. Mais Dahmer accepte cette solitude comme une évidence, presque comme un retour à la norme. Il lit. Il écrit. Il répond à quelques lettres. On lui en envoie des centaines, certaines haineuses, d'autres étrangement admiratives. Un pasteur vient le voir. Il parle longtemps. Dahmer demande le baptême. Non pas comme une mise en scène du moins, pas entièrement. Mais comme un geste de réconciliation avec une idée abstraite de Dieu. Le 10 mai 1994, il est baptisé dans un petit bassin d'eau chlorée. Certains y voient un repentir. D'autres, une tentative tardive pour donner un sens à ce qui n'en a jamais eu. Les journées s'étirent, monotones. Réveil à 6 heures, repas, travail en cuisine, lecture, retour en cellule. Dahmer suit ce rythme sans heurts, sans incident. Il mange peu, parle peu. Il garde ce ton calme qui avait déjà déconcerté les enquêteurs, ni arrogance, ni plainte, juste une sorte d'acceptation mathématique de son sort. Mais la prison est un lieu où les silences s'accumulent et finissent toujours par éclater. Sa présence dérange. Certains prisonniers le harcèlent, d'autres cherchent à l'humilier. On raconte qu'il s'amusait, parfois, à modeler sa nourriture en forme macabre, ou à plaisanter sur ses crimes. Les surveillants ne savent pas s'il cherche à provoquer ou simplement à rappeler à tous que le monstre est toujours là, même dans l'uniforme orange. En novembre 1994, la routine se brise. Ce matin-là, Dahmer participe aux tâches ménagères dans un couloir du bloc de détention, accompagné de 2 autres détenus. Jesse Anderson, un autre condamné, et Christopher Scarvey, un prisonnier au tempérament instable, connu pour ses élans mystiques. Les 3 hommes travaillent sans surveillance directe. Quelques minutes plus tard, le silence du couloir est brisé. Les gardiens accourent. Dahmer gît au sol, la tête ensanglantée, le corps inerte. Scarvey tient une barre de métal. L'attaque a duré moins de 3 minutes. Quand les secours arrivent, Dahmer respire encore. Il est transporté à l'hôpital de Portage. Il meurt 1 heure plus tard, à 34 ans. Scarvey dira plus tard qu'il avait reçu l'ordre de Dieu. D'autres y voient une vengeance collective, un règlement de compte symbolique. Il n'y a pas de grandes funérailles. Pas de tombe publique. Le corps est incinéré, les cendres partagées entre ses parents. Pas d'épitaphe, pas de pierre. Juste une disparition administrative, la conclusion d'un dossier hors norme. Dans la presse, l'annonce de sa mort divise. Certains parlent de justice divine, d'autres de la faillite du système carcéral. Les familles des victimes oscillent entre soulagement et frustration. Car même mort, Dahmer laisse une ombre.
pas celle du monstre qu'on raconte à la télévision, mais celle du vide qu'il a laissé, les réponses qu'il n'a pas données, les lieux qu'il n'a jamais révélés. Dans sa cellule, on a retrouvé quelques livres de religion, un carnet, des notes brèves. Des pensées sans remords, sans colère, mais pleines d'un détachement glacé. Aucune mention de pardon. Juste cette phrase, griffonnée dans la marge d'un évangile. Je sais ce que j'ai fait. Et je sais que je ne peux plus l'annuler. Jeffrey Dahmer est mort comme il a vécu, sans bruit, sans cri, sans gloire. Son nom reste inscrit dans les archives du crime, mais il ne désigne plus qu'un avertissement, celui d'un homme trop normal, trop poli, trop invisible. Un homme dont la banalité a été son camouflage parfait. Et dans les couloirs de Columbia, bien après sa mort. Certains disent que le silence n'a plus jamais été tout à fait le même. Quand les lumières médiatiques se sont éteintes, Milwaukee est resté dans une demi-obscurité. Les corps avaient été rendus, les procès clos, les cendres dispersées, mais dans les commissariats, dans les bureaux des inspecteurs, dans les journaux qui classaient leurs archives, un trouble persistait. Rien ne semblait vraiment terminé. Il manquait quelque chose, ou plutôt, trop de choses manquaient. Dès 1993, les premiers doutes émergent sur la gestion de l'affaire. Comment un homme déjà signalé à plusieurs reprises pour agression, drogue, comportement suspect avait-il pu échapper si longtemps au radar? Comment, surtout, une partie de la police avait-elle pu remettre un adolescent à son meurtrier sous prétexte d'affaires domestiques entre adultes consentants? Le nom de Conrad Saint-Azonphone, 14 ans, devient un symbole national de ce que les institutions refusent de voir. La condescendance raciale, l'homophobie systémique, et le poids du mépris social. Les deux policiers impliqués dans cette erreur sont brièvement suspendus. Ils seront réintégrés quelques années plus tard. La communauté, elle, ne se relèvera pas de cette trahison. Pour beaucoup, Dahmer n'a pas seulement tué des jeunes hommes, il a profité d'un système qui ne les protégeait pas. À partir de là, l'affaire prend une dimension politique. Des associations de défense des minorités sexuelles et raciales exigent des réformes. Elles réclament un service d'écoute, un traitement équitable des disparitions, une formation spécifique aux biais institutionnels. Des manifestations ont lieu devant le département de police. Des pancartes, simples, claires. Nos fils ne sont pas invisibles. Écoutez quand on parle. La justice doit aussi reconnaître ses absences. Les débats se multiplient sur les plateaux télé. Faut-il considérer Dahmer comme un monstre isolé ou comme le produit d'une indifférence collective? Certains y voient un accident statistique, d'autres une faillite morale d'un système incapable de s'émouvoir tant que les victimes ne ressemblent pas à la majorité. Les journalistes d'investigation reprennent les dossiers classés. Ils interrogent d'anciens voisins, d'anciens policiers, des survivants oubliés. Peu à peu, des failles apparaissent. On découvre que plusieurs familles avaient signalé des disparitions restées sans suite. Que des plaintes déposées dans les années 1980 n'avaient jamais été reliées entre elles. Que des rapports médicaux avaient été égarés. Chaque erreur isolée, replacée dans la chronologie, forme une mosaïque accablante. Dahmer n'était pas invisible. On avait juste choisi de ne pas le voir. Dans les années 2000, de nouvelles analyses ADN sont effectuées sur des restes non identifiés. Quelques correspondances confirment des identités longtemps incertaines. Mais d'autres échantillons restent muets. Certaines familles continuent d'attendre une réponse, espérant qu'un jour, la science ou la mémoire leur rende ce que la justice leur a pris. Des enquêtes parallèles sont rouvertes pour vérifier d'éventuelles connexions avec d'autres meurtres non élucidés dans le Midwest. Aucune preuve directe ne relie Dahmer à ces affaires, mais la suspicion demeure. Ces déplacements, ces périodes de silence, ces absences inexpliquées pourraient correspondre à d'autres crimes. L'hypothèse n'a jamais été formellement écartée. Les années passent, et l'affaire devient objet d'étude. Des criminologues y voient le tournant d'une époque, celle où la fascination pour les tueurs en série commence à se heurter à la responsabilité des institutions. Des sociologues, eux, soulignent que les victimes de Dahmer ont forcé les États-Unis à regarder ce qu'ils préféraient ignorer. La précarité des minorités, la marginalisation des jeunes homosexuels, et le mépris systémique envers les quartiers pauvres. Dahmer est devenu un miroir. Et dans ce miroir,
la société a vu son propre aveuglement. À Milwaukee, une plaque commémorative a un temps été envisagée. Elle n'a jamais vu le jour. Le débat s'est enlisé, fallait-il rappeler pour prévenir, ou oublier pour cicatriser? Finalement, ce sont les familles qui ont tranché, à leur manière. Des cérémonies discrètes, des veillées privées, des bougies allumées sur les trottoirs où les garçons ont été vus pour la dernière fois. Pas de monument. Seulement des noms, répétés pour qu'ils ne disparaissent plus. Aujourd'hui encore, certaines questions restent suspendues. Combien de victimes réelles? Combien de signaux ignorés? Et surtout, qu'est-ce que cette affaire dit de nous, collectivement, quand un homme peut tuer pendant des années sous les yeux d'une ville entière sans qu'on se retourne? Les archives judiciaires referment leurs dossiers. Les journalistes changent de sujet. Mais dans les foyers, dans les mémoires, l'histoire de Jeffrey Dahmer n'est pas une page tournée. C'est un avertissement en marge, écrit à l'encre indélébile. Tant que certaines vies valent moins que d'autres, il y aura toujours un espace pour que le mal s'y cache. Quand la poussière du procès retomba, un autre procès commença, celui du récit. À peine les portes de la prison refermées, la machine culturelle se mit en marche. Les éditeurs, les producteurs, les journalistes se précipitèrent sur le nom Jeffrey Dahmer comme sur une matière première. Le monstre devenait une marque. Et Milwaukee, un décor de fiction. En quelques années, des livres, documentaires, téléfilms et plus tard séries fleurirent, chacun promettant de percer le mystère du cannibale de Milwaukee. Mais ce mystère, il n'y en avait pas vraiment. Il n'y avait que la banalité de la monstruosité et c'est justement ce que le public refusait de voir. On voulait du spectaculaire, du dérangeant, du fascinant. Alors on fabriqua des images. Un Dahmer pensif, mélancolique, presque poétique. Un Dahmer en proie à ses démons. Un Dahmer qu'on pouvait presque plaindre. Les premières adaptations furent maladroites, voyeuristes. Mais elles rencontrèrent un public. Elles comblaient une curiosité morbide. Comment un homme si normal pouvait-il cacher un tel enfer? Chaque œuvre prétendait expliquer, décoder, disséquer. En réalité, elle participait à un glissement dangereux. L'horreur devenait un spectacle. Les familles des victimes, elles, furent réduites à des figurantes. Certaines n'apprirent même la sortie d'un film qu'en voyant l'affiche. Elles dénoncèrent la récupération, le commerce du traumatisme, la fascination malsaine. Il a déjà pris nos fils, dira la mère d'une victime. Et maintenant, on lui donne des saisons. La télévision transforma Dahmer en personnage de culture populaire. On le mit sur les mêmes étagères que Hannibal Lecter ou Norman Bates. Les podcasts True Crime, les forums en ligne, les séries à suspense l'intégrèrent comme une icône de l'horreur moderne. On le citait, on l'imitait, parfois même on le romantisait. Le danger n'était plus dans ses actes, mais dans leur esthétique. La société, fascinée par ces monstres, commençait à confondre comprendre et glorifier. Certains documentaires essayèrent pourtant de rompre ce cycle. Ils redonnèrent la parole aux survivants, aux familles, aux habitants du quartier. Ils replacèrent l'histoire dans son contexte, celui d'une ville fracturée par le racisme, la pauvreté, la solitude. Ces voix tentaient de redresser le miroir que la fiction avait déformé. Mais l'image du tueur fascinant restait plus forte que celle des oubliés. Parce que l'audience ne veut pas toujours guérir. Elle veut frissonner. Le cas Dahmer est devenu un symptôme culturel. Celui d'une société qui transforme le crime en divertissement et le traumatisme en consommation. Les plateformes se disputent les droits d'adaptation, les titres deviennent des slogans. Monster, Mind of a Killer, Conversation with a Cannibal. Des millions de vues, des centaines de critiques, des débats éthiques qui s'épuisent à force de tourner en rond. Les conteurs, journalistes, scénaristes, narrateurs, tous portent alors une responsabilité immense. Celle de raconter sans trahir. De montrer sans amplifier. De se souvenir que derrière chaque plan, chaque mot, il y a une famille qui, encore aujourd'hui, ne peut pas regarder. Le miroir brisé, c'est celui de notre propre regard. Il reflète moins Dahmer que notre besoin de l'observer. Pourquoi avons-nous tant besoin de comprendre le monstre? Pourquoi l'écoutons-nous plus volontiers que ceux qui l'a fait taire? Ce sont ces questions, plus que ces crimes, qui devraient nous hanter.
car à force de rejouer l'histoire, de la remodeler, de la fictionnaliser, on finit par polir la terreur, par la rendre familière, presque confortable. Le nom Jeffrey Dahmer devient un mot-clé, une miniature dans un menu de streaming, un visage sur une couverture. Et quelque part, dans une maison encore marquée par le deuil, une mère ferme son écran. Elle murmure un prénom. Pas celui du tueur. Celui qu'on ne cite plus. Le vrai drame, c'est que Dahmer, mort depuis 30 ans, continue à exister. Pas comme un homme, mais comme une marque de fabrique du mal. Et que ce mal, en se multipliant dans nos écrans, finit par se dissoudre dans le banal. C'est là que le danger commence. Quand le crime cesse de déranger, et commence à distraire. L'histoire de Jeffrey Dahmer s'est refermée depuis longtemps dans les registres de la justice, mais pas dans la mémoire collective. Elle demeure là, suspendue entre fascination et malaise, rappelant à chaque génération que la monstruosité ne vit pas dans l'ombre, elle prospère souvent dans l'indifférence. Ce que l'affaire a révélé d'abord, c'est la fragilité des systèmes censés protéger les plus vulnérables. Chaque nom sur la liste de ces victimes correspond à une absence de regard, à une institution défaillante, à un signal ignoré. Le service social qui n'a pas relancé, la patrouille qui n'a pas cru, le voisin qui n'a pas voulu voir. Dahmer n'a pas seulement agi dans le noir, il a agi dans la lumière des néons d'une ville où chacun regardait ailleurs. C'est cette lumière, trop crue, qui éclaire aujourd'hui la vraie leçon de cette histoire. Le mal n'a pas besoin de ruse, seulement de silence. Et le silence, c'est ce que la société accorde trop facilement à ceux qu'elle ne veut pas entendre, les pauvres, les marginaux, les exilés, les jeunes trop différents pour inspirer l'urgence. Les institutions américaines ont depuis révisé leurs protocoles, amélioré leur formation, réévalué leurs préjugés. Mais ces réformes, aussi nécessaires soient-elles, n'effacent pas le constat fondamental. Il ne suffit pas d'avoir des lois, il faut avoir de l'écoute. Et cette écoute commence par la reconnaissance de la valeur égale de chaque vie. Le drame de Milwaukee n'est pas seulement celui d'un tueur, mais celui d'une hiérarchie invisible. Celle qui décide, parfois sans le dire, que certaines existences pèsent moins que d'autres. Les familles, elles, ont porté ce fardeau comme une mission. Elles ont exigé que les noms des victimes soient gravés, prononcés, conservés. Elles ont fait en sorte que les jeunes hommes de Dahmer ne soient plus des silhouettes dans les rapports d'autopsie, mais des vies réelles, racontées, honorées. Ce combat silencieux pour la mémoire, plus que n'importe quelle réforme, redonnait une dignité aux morts et une responsabilité aux vivants. Mais le plus grand risque, peut-être, réside ailleurs, dans la tentation de mythifier. À chaque documentaire, chaque série, chaque article sensationnaliste, Dahmer se transforme un peu plus en figure de fiction. Et dans ce brouillard médiatique, les victimes s'effacent à nouveau. Ce brouillard est le contraire de la mémoire. La mémoire, c'est ce qui nomme, ce qui contextualise, ce qui résiste à la fascination. Raconter l'histoire de Dahmer, c'est une nécessité mais c'est aussi un devoir d'humilité, ne pas détourner les yeux, ni en faire un spectacle. Car à la fin, l'héritage le plus important n'est pas celui du tueur, mais celui des fissures qu'il a révélées. Des quartiers entiers ont compris que leur survie dépendrait de leur solidarité. Des associations sont nées, des initiatives de prévention aussi. Chaque fois qu'une disparition est signalée, chaque fois qu'une voix fragile se fait entendre, quelque part dans le pays, on se souvient. Pas de Dahmer, mais de ce qu'il a coûté à ceux qu'on n'a pas cru. L'histoire s'achève là où elle aurait dû commencer, sur une promesse. Celle de regarder en face. De reconnaître que la barbarie n'est pas toujours un cri, mais parfois un murmure que personne ne veut entendre. Et de comprendre, enfin, que la vigilance n'est pas un réflexe policier, mais un acte collectif, une responsabilité partagée. Jeffrey Dahmer est mort, et son nom ne mérite pas de gloire. Mais ceux qu'il a fait disparaître méritent d'être rappelés non comme victimes d'un monstre, mais comme preuve vivante de ce que la société doit encore apprendre. Écoutez avant qu'il soit trop tard. Et si cette histoire a un sens, c'est celui-là. Le mal ne naît pas seulement dans la solitude d'un homme, mais dans la négligence de tous les autres. Le silence retombe sur Milwaukee. Le bâtiment a été détruit, l'appartement vidé, les traces effacées. Mais dans les mémoires, quelque chose demeure, une peur discrète,
celle qui se glisse dans les gestes du quotidien, la méfiance, le doute, la question que personne n'ose poser. Jeffrey Dahmer est mort depuis longtemps, mais son ombre, elle, reste inscrite dans les murs de nos habitudes. Elle nous rappelle que le mal ne vient pas toujours en criant. Qu'il sait sourire, qu'il peut tenir une porte, qu'il peut remercier poliment avant de refermer sur le silence. Alors ce soir, pendant que tu t'endors, souviens-toi. Les monstres les plus effrayants ne sont pas ceux que l'on fuit, mais ceux qu'on ne remarque jamais. Bonne nuit, et à bientôt.